Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, l'Église catholique au Burundi désavoue le processus électoral. À une semaine des législatives, l'une des plus importantes forces morales du pays dénonce des élections pleines de lacunes. Le président congolais Joseph Kabila lance les consultations de préparation au dialogue politique. Une partie de l'opposition y voit un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Et le Nigérian Akinwumi a désigné un nouveau président de la Banque africaine de développement. Il a été élu ce jeudi à la tête de l'institution face à 7 autres candidats. Mais tout d'abord, le roi du Maroc, Mohamed VI, est attendu ce samedi à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour une visite officielle de 5 jours. Il doit s'entretenir avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Il procédera également à la pose de la première pierre du complexe de formation du lycée professionnel de Yopougon. C'est la 3e fois en 3 années consécutives que le souverain chérifien se rend en Côte d'Ivoire. Au Burundi, l'Église catholique a annoncé ce jeudi se retirer du processus électoral. Dans un communiqué de la conférence des évêques, il est ainsi demandé aux prêtres de démissionner des commissions électorales. Pour rappel, l'Église catholique avait déjà pris position contre la candidature du président Pierre Nkurunziza. Aminata Diak. Au Burundi, l'Église catholique se retire du processus électoral. L'annonce a été faite ce jeudi 28 mai par Monseigneur Gervais Bashimi Yubuza sur la radio catholique Radio Maria. Dans sa déclaration, le prêtre a dénoncé un processus non consensuel et une situation d'insécurité ne permettant pas le bon déroulement des élections. Après avoir considéré la manière dont ces élections sont organisées et leur évolution actuelle, nous, évêques de l'Église catholique, avons estimé qu'il convenait que les prêtres démissionnent et cèdent leur place à ceux qui peuvent continuer le travail au sein des commissions électorales où le clergé occupe des fonctions importantes. Il y a quelques jours, nous avons sorti un communiqué qui contenait nos souhaits pour que le processus électoral en cours réponde aux conditions requises pour de bonnes élections crédibles. Pour certains spécialistes, le retrait de l'Église catholique du processus électoral pourrait avoir un impact considérable sur l'organisation des élections. Le retrait de l'Église catholique des CEPI et CECI au niveau des commissions électorales au Burundi est un signe très sensible et qui pourra marquer, disons, les organisateurs de ces élections, notamment le gouvernement, parce que l'Église était la garantie morale de ces élections et en se retirant, elle vient de confirmer ce qu'elle avait déjà dit, notamment le 3e mandat du président Nkurunziza. Certains avaient parlé même d'esclavage si les Burundais acceptaient ça. La sortie de l'Église catholique pourrait aussi signifier la sortie de certains candidats, notamment de l'opposition de ces élections. On parle de gens comme Rwasa et d'autres. Et en même temps, on peut s'attendre à ce que les résultats ne soient pas acceptés par la communauté internationale et aussi par les Burundais. Il y a lieu de se demander si vraiment le président Nkurunziza pourra continuer ou s'il pourra accepter une période de transition afin de négocier avec l'opposition et éventuellement de refaire la commission électorale indépendante au niveau de la nation. Depuis 4 semaines, les manifestations se multiplient au Burundi contre un 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Malgré les protestations, les élections communales et législatives sont maintenues le 5 juin 2015, suivies par la présidentielle le 26 juin et les sénatoriales le 17 juillet. Et la vice-présidente de la commission électorale du Burundi a démissionné de ses fonctions et fui à l'étranger. Spes Caritas Diongeye se serait rendue au Rwanda. Elle a laissé une lettre de démission qui doit être remise à la commission ce samedi. La CENI compte 5 commissaires au total désignés par le président de la République et approuvés par l'Assemblée nationale. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila lance ce samedi les consultations pour préparer le dialogue politique. Des discussions acceptées par le principal parti de l'opposition, l'UDPS. Pourtant, certains partis continuent d'y voir un stratagème pour permettre au chef de l'État de rester au pouvoir. Aminata Diak. En République démocratique du Congo, les consultations en vue d'un dialogue politique initié par le président Joseph Kabila ont débuté ce samedi 30 mai. Un dialogue national accepté par l'Union pour la démocratie et le progrès social d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS, principal parti de l'opposition qui avait jusque-là contesté toute légitimité au pouvoir du chef de l'État depuis son élection en 2011 entachée d'irrégularités. Depuis plus d'1 an, le principal parti d'opposition a multiplié les prises de position exigeant un dialogue.
Le président a répondu à une initiative de l'UDPS. Il faut absolument être à l'écoute des points de vue de l'UDPS. Il faut parler parce que le pays a besoin de cette façon de gérer les problèmes. Ce n'est pas en se taisant qu'on peut résoudre les problèmes. Pourtant, le dialogue politique est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique. Il est rejeté par une partie de l'opposition qui y voit une stratégie pour permettre au président de rester au pouvoir illégalement. M. Kabila et sa majorité sont en train d'orchestrer tout simplement une fuite en avant. Parce que chacun sait qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est plus se maintenir au pouvoir, mais c'est quitter le pouvoir. C'est cela que à la fois la communauté internationale et la communauté nationale congolaise a demandé à M. Joseph Kabila, c'est qu'il prenne acte que pour lui, nous sommes fin mandat. Alors, aujourd'hui, organiser un dialogue pour obtenir quoi, pour chercher quoi, si ce n'est encore tripatouiller la Constitution ou alors mettre encore en difficulté des opposants. Plusieurs points devraient être abordés durant ces entretiens, notamment le calendrier électoral global initié par la CENI qui suscite quelques réserves du côté de l'opposition. Pour le moment, la durée de ces consultations n'a pas été précisée. Le Nigérian Akinwumi Adesina a été élu ce jeudi président de la Banque africaine de développement en marge des assemblées annuelles de l'institution qui ont lieu en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Agriculture du Nigeria succède au Rwandais Donald Kaberuka. Il devance 7 autres candidats. Un reportage de notre correspondant Olivier Conan. 58,10%, c'est le score réalisé par Dr Akinwumi Adesina, nouveau président de la BAD, Banque africaine de développement. Le candidat du Nigeria a également obtenu 60,5% des voix des pays régionaux africains. Le Tchadien Kordje Bedoumra a obtenu 31,62% des suffrages. Quant à la troisième candidate, la Cap-Verdienne Christiana Duarte, elle a recueilli 10,27% des voix. Âgé de 55 ans, Akinwumi Adesina est ministre de l'Agriculture et du Développement rural du Nigeria. Le nouveau patron de la BAD a remercié son prédécesseur pour avoir fait de la banque une organisation solide. Il a promis poursuivre la tâche avec le soutien de tous, y compris ses concurrents malheureux. C'est un grand défi pour moi à relever après le précédent Kaberuka. Mais je suis sûr qu'avec votre soutien, on peut y aller et faire beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui ai gagné aujourd'hui. Vous m'avez simplement donné la responsabilité pour gérer la BAD. Nous avons fait l'élection très transparente. On avait beaucoup poussé. Eux aussi, ils sont gagnés. Ils ont les amis pour avec moi. Je vais travailler avec eux. Et je les salue beaucoup. Et chaque pays qui a voté pour eux, je salue tous. Parce que c'était une élection très fantastique. Ce succès met fin à la série d'échecs du Nigeria qui a proposé à plusieurs reprises l'un de ses ressortissants à la tête de la Banque africaine de développement. Selon la ministre nigérienne des Finances, c'est un succès pour l'Afrique. C'est merveilleux, nous sommes si contents, nous remercions Dieu. Le Nigeria a brisé la malédiction de 50 ans. Nous allons pour la première fois diriger cette institution et nous sommes très contents. Nous allons réussir. Akinwumi est un visionnaire, un homme fort, dynamique, quelqu'un qui sait comment l'économie fonctionne réellement. Avec cette élection, le Nigérian Akinwumi Adesina devient le 8e président de la Banque africaine de développement. Il prendra fonction le 1er septembre 2015 en remplacement du Rwandais Donald Kaberuka qui a dirigé la banque pendant 10 années. Découverte à présent de Malabo 2. Il s'agit de l'extension de la capitale de la Guinée équatoriale. Sorti de terre il y a 10 ans, ce nouveau centre administratif côtoie le vieux Malabo avec ses rues étroites et ses bâtiments de l'ère coloniale. Malabo 2 est né de la volonté de moderniser et décongestionner la capitale. Un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Nous sommes sur l'avenue Hassan II en plein cœur de Malabo. Ici, il est à peine 7 heures du matin et déjà les véhicules sont en file indienne. Signe apparent de la congestion de Malabo. Au lieu de réhabiliter la ville en procédant à des expropriations coûteuses et impopulaires, les autorités ont décidé de créer une nouvelle ville. Malabo 2 naît et son objectif est de donner à la capitale équato-guinéenne un visage moderne. Les premiers édifices qui ont été mis en place sont celui de Guinée équatoriale Pétrole, puis la construction de nouveaux ministères. Le projet de Malabo 2 répond à toutes les nécessités sociales et administratives d'une ville.
Il a servi à la décongestion de la circulation car les véhicules circulent de manière plus fluide. Les écoles et les ministères qui se trouvent à Malabo 2 sont plus modernes. Géoproject, l'organisme public chargé de contrôler les projets du gouvernement, supervise depuis une dizaine d'années l'édification de la nouvelle ville. Les chantiers ont débuté par une route qui relie l'aéroport au centre-ville. Cette autoroute sera la première infrastructure de Malabo 2. Sur le long de cet axe routier seront édifiés les nouveaux ministères et sièges d'institutions. Era un ensanche necesario porque la ciudad vieja no podía albergar. Cela a été un agrandissement nécessaire parce que la vieille ville ne comblait plus les besoins du pays. Notre défi est de travailler et de continuer la rigueur qui fera le développement de Malabo 2. Nous devons garder une discipline urbaniste nécessaire afin de contrôler le développement de la ville. Avec une population estimée à 150 000 habitants et qui est d'ailleurs appelée à doubler d'ici 20 ans, Malabo 2, l'extension de la capitale équato-guinéenne, symbolise aujourd'hui le décollage économique du pays. De la rédaction, merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.